Nous sommes en direct avec Michel Sapin sur Radio Classique et sur LCI. Michel Sapin, bonjour, bienvenue bonjour. Sur nos deux antennes. Alors les questions évidemment sont multiples, elles ont un caractère politique et aussi des questions de terrain, parce que vous vous occupez donc notamment du chômage en France et les chiffres vont tomber le 26 décembre, c'est la date clé de l'inversion. Nous verrons ça tout à l'heure. Ayrault est-il condamné? Est-il en train de se débattre? Pardonnez-moi de commencer par le dossier le plus polémique possible. Oui, mais c'est pas un dossier. Si vous voulez qu'on parle du chômage, qui n'est pas non, on va le faire. Ça, c'est un vrai dossier. Si vous voulez qu'on parle de la formation professionnelle, c'est un vrai dossier. Enfin, le chef de l'équipe, c'est important quand même. Mais la personnalité, la combativité du Premier ministre, c'est important. Mais je vois fleurir uniquement des racontards de fond de couloir, des espèces de soi-disant rumeurs de fin de déjeuner. Ça ne m'intéresse pas. Moi, je ne suis pas là pour faire du café du commerce, même si le café du commerce peut occuper des colonnes de journaux Michel ou Sapin, des, vous avez été minutes plusieurs fois ministre de nombreux gouvernements. Vous savez très bien que si vous étiez contesté, vous, on trouverait ça dans les journaux. Vous ne l'êtes pas, on ne le trouve pas. Jean-Marc Ayrault, il y a la liste complète de tous les ministres qui lui reprochent sa façon de gouverner. Vous avez eu la gentillesse de dire que j'avais un peu d'expérience dans des gouvernements. Ouais. Puisque c'est le 4e gouvernement auquel j'appartiens, et ça avait d'ailleurs avec le 4e Premier ministre. Donc je connais cela par cœur. Je sais comment ça se passe. Et je sais combien on perd du temps, certains, uniquement à commenter des sujets qui n'intéressent absolument pas les Français. Vous êtes certain que le 14 janvier, François Hollande va le soutenir? Mais le président de la République parlera, et c'est pas à moi de lui dicter sa parole, ni à vous. J'ai vu hier un Premier ministre combatif. Même Guillaume Tabar le disait, même quand il critiquait le Figaro. Il était combatif, y compris dans la critique du Figaro, ce qui est parfaitement légitime, en sens inverse aussi. J'ai vu hier un Premier ministre qui disait où était la ligne, le cap, la réforme fiscale, au sens où il l'entend, elle sera faite parce que c'est nécessaire, il faut mettre de la stabilité, il faut mettre de la simplicité, il faut mettre de la compréhension. 2000. Il a dit combien un certain nombre de réformes étaient engagées, elles pouvaient être importantes. Il a dit avec quel ministre il travaillait sur les sujets. Sauf Valls. Il a donc décrit... Sauf Valls. Il a donc, Valls, parce que Valls travaille à la sécurité des Français dans des conditions qui sont exemplaires, qui sont exceptionnelles. Lui aussi. Donc vous avez une série de personnalités qui travaillent au sein d'un gouvernement avec un Premier ministre qui a autorité sur ce gouvernement. C'est la seule chose qui compte. On passe au concret ? On passe au concret, mais on peut quand même poser... Donc vous considérez que il n'y a pas de problème. Mais c'est pas la question. C'est l'histoire de la Michel Sapin. Attendez, je vous promets qu'on y est. Mais vous connaissez l'histoire de la Ve République aussi bien que moi. Chirac, Giscard, il y a eu un problème. Michel Rocard, François Mitterrand, il y a eu des problèmes, puisqu'il a été remplacé. Donc ne nous faites pas croire qu'il n'y a pas, je ne parle pas pour les journalistes même, mais pour les gens du gouvernement auquel vous appartenez, un problème avec Jean-Marc Ayrault, y compris du côté de François Hollande. Tout le monde l'a vu à propos du rapport sur l'intégration, particulièrement exaspéré. Une fois que vous avez dit cela, que vous avez rappelé que sous la Ve République, il y a une situation un peu particulière qu'on ne retrouve qu'en France, c'est qu'il y a à la fois un président de la République élu par l'ensemble des Français et un Premier ministre qui est responsable devant le gouvernement. Donc oui, en France, il y a deux têtes à l'exécutif. Donc depuis toujours, on commente la relation entre ces deux têtes. Le commentaire en lui-même m'intéresse peu. On verra ce que l'histoire en dira. Nous sommes dans l'action. Nous sommes dans l'action. Les Français aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils attendent de nous? Non pas des commentaires de Psychologie Magazine sur d'accord, mais ça ne paralyse pas l'action. Ça ne paralyse absolument pas l'action. Jour après jour, nous sommes dans l'action. Nous sommes dans le mouvement. Nous essayons de bouger les lignes, la réalité de la vie. C'est pas si simple d'ailleurs. On ne réussit pas toujours. Mais c'est cela qui compte pour un gouvernement comme pour un ministre. Vous voyez, c'est moi qui reviens au terrain. Il y a des dates. 26 décembre, est-ce que la grande promesse de François Hollande de l'inversion sera tenue? Je parle du chômage. D'abord, je ne veux pas jouer sur les mots, mais ce n'est pas une promesse. On n'est pas avant une élection présidentielle ou une élection législative. Un engagement. Une volonté. Voilà, une volonté. Une volonté. Parce que quand on agit, on se fixe des objectifs. Quand on veut faire bouger, je reprends le terme que j'ai utilisé, la réalité des choses, on se donne des objectifs. Cet objectif, il est déjà atteint, puisque au mois d'octobre, le nombre des chômeurs, pour la première fois depuis 5 ans, a diminué en France. Il faut le confirmer, parce qu'effectivement, reculer un mois le nombre des chômeurs, ce qui est déjà pas si mal, ça ne suffit pas. Il faut que ça recule mois après mois et que cela recule dans la durée. C'est toute la concentration de la politique gouvernementale. Parce qu'il faut que ça aille mieux dans les entreprises, pour que dans le tissu économique lui-même se crée plus d'emplois. Mais ce matin, vous y croyez ? Mais je ne suis pas là pour croire. Non mais je ne suis pas dans une chapelle. Vous n'êtes pas dans j'allais vous dire, vous n'êtes pas religieux. C'est votre boulot tous les jours. Vous n'êtes pas le curé qui me demande est-ce que je crois en quelque chose. Non, j'agis.
je fais. Et les actions que nous menons aujourd'hui sont en train de porter leurs fruits. Il y a un chiffre qui n'est pas commenté, qui est tombé cette nuit, qui est le nombre de créations d'emplois au cours du mois de novembre. Il y a eu une reprise des embauches au mois de novembre. C'est un chiffre, non pas de prévision, c'est un chiffre sur la réalité du mois de novembre. Donc les indices, un bon signe. Dans la perspective du 26, sont plutôt bons. L'activité économique est plus forte que prévu au dernier trimestre de cette année, puisque c'est 0,4 ou 0,5. La montée en puissance des politiques de l'emploi, celle dont j'ai responsabilité, pour donner des solutions à des jeunes, pour donner des solutions à des gens qui sont au chômage depuis très longtemps, cette montée en puissance, elle est réelle. Nous verrons quel sera le chiffre, mais on va dans la bonne direction. Quand vous entendez Copé et les autres dire tout ça, ce sont des emplois aidés, c'est-à-dire des faux emplois financés par l'État, augmentation du déficit. Oui, donc c'est une solution qui est finalement apparemment bonne, mais anti-économique sur le fond. C'est un commentaire, je ne veux pas dire, mais simpliste, pour deux raisons. D'abord parce que aujourd'hui, il n'y a même pas encore le même nombre d'emplois aidés que sous Nicolas Sarkozy, au moment où le chômage avait explosé en 2009-2010. Donc, si on voulait faire des comparaisons. Et deuxièmement, parce que ce qui compte, c'est pas de savoir si les emplois, entre guillemets, sont aidés, c'est est-ce qu'ils sont utiles et est-ce qu'ils apportent une solution durable. Quand un jeune est en emploi d'avenir et qu'il n'a pas simplement un emploi pour l'occuper, c'est pas la question de l'occuper, mais qu'il a un vrai emploi qui correspond à un besoin, à un service, et qu'à côté, il a une formation. On va en revenir à ce mot fondamental. Une formation, à ce moment-là, il retrouve un avenir. Et donc, il ne s'agit pas de dire c'est grâce aux emplois aidés que nous allons résoudre la question du chômage. C'est ce que dit l'opposition. Hein. Mais elle a tort, elle peut avoir tort aussi. Il ne s'agit pas de dire cela, elle a tort quand elle dit cela. Il s'agit d'avoir une politique économique qui stimule l'activité économique. La croissance a repris. Elle n'est pas encore suffisante. L'INSEE considère qu'en France, c'est pas terrible. L'INSEE dit aujourd'hui des chiffres supérieurs à ceux qu'il disait hier, puisqu'il y a, en début d'année, il annonçait moins 0,1. On sera à plus 0,2, plus 0,3. Ça fait des chiffres, mais derrière ces chiffres, ça veut dire des emplois. Et c'est ce qui va se passer en 2014. Et plus cette politique en faveur donner des solutions à ceux qui aujourd'hui sont sans solution, c'est ça qui permet de faire en sorte qu'à partir de la mi-2014, le relais de l'activité économique soit là et permette de créer des emplois qui répondent aux besoins et de l'économie et des Français. J'ai beaucoup de petits dossiers qui sont les dossiers de la journée. Pardonnez-moi de vous demander d'y répondre. Les sages-femmes, est-ce qu'il faut leur donner un statut équivalent à ceux des médecins ? Demandez aux médecins, ils vous diront non. Parce que quand on est sage-femme, on fait des choses extraordinaires, exceptionnelles. Et il y a, comment dirais-je, une sorte de sentiment positif vis-à-vis de celles qui accompagnent la naissance. On est tous touchés par ça. On est tous touchés par ça. Et je le comprends parfaitement. Mais est-ce que c'est exactement le même métier ? Voilà, c'est sur ce point-là que se penche... Mais ce matin, il va y avoir une réponse. Il va falloir la donner. Marisol Touraine les rencontrera, elle va parler avec eux. Je pense que ce sont vraiment des gens qui méritent non seulement l'attention, non seulement l'humanité, mais aussi une reconnaissance du point de vue du travail qui est le leur. Mais leur donner un statut médical équivalent. Ce ne sont pas des médecins. Ça, on leur donnera jamais. J'en sais rien, mais je pense que les médecins eux-mêmes trouveraient étrange qu'on considère que c'est exactement la même formation et les mêmes qualifications. Voilà, c'est un dossier qui est entre les mains de Marisol Touraine, c'est elle qui donnera la réponse sur ce sujet. Forcément, quand on s'occupe du travail, de l'emploi, on s'occupe aussi du pouvoir d'achat. Est-ce qu'il ne faut pas transférer une partie de la vente des médicaments aux grandes surfaces ? Comme ça se fait en Italie, comme ça se fait aux États-Unis, à partir du moment où il y a des pharmaciens dans les grandes surfaces. Oui, non, je vois bien, pardon de dire ça, mais j'aime aussi dans l'organisation d'un gouvernement que chacun parle à sa place. Donc je ne suis pas ministre de la Santé, donc je ne répondrai pas sur ce sujet. Il y a des tas d'aspects... Elle a pris position contre et l'autorité de la concurrence est pour. Il y a des tas d'aspects qui touchent aussi à la sécurisation du médicament, à la sécurisation de la prescription de ce médicament. Les pharmaciens jouent aussi ce rôle-là. Non, mais ça, on est tous d'accord. Mais le problème, c'est que si on a un rhume tous les deux et qu'on va acheter du Fervex, il y a des endroits où on va le payer 1, ou à d'autres endroits, on va le payer 4. Ouais, et vous, ni moi, ni vous ne demanderons son remboursement par la sécurité sociale. On le prendra dans notre poche. Mais ce n'est pas un système qu'il faut mettre de côté. Parce que vous savez qu'il y a un débat, parce qu'on revient à l'histoire de la République. Souvenez-vous, depuis Seguin, on essaye de dérembourser des médicaments qui ne sont pas forcément extraordinairement opérants sur le plan médical. Ça a fait un tollé. On était il y a 25 ans. Bien sûr. Depuis 30 ans, on parle de ce transfert. Depuis 30 ans, on parle de la vente des médicaments à l'unité. Vous savez que pour les comptes publics de la nation, c'est considérable, les économies qu'on peut réaliser. Donc, ce n'est pas une question... Oui, en l'occurrence, ce ne seraient pas les médicaments remboursables. Ce seraient les médicaments non remboursables. Ouais. Donc ce ne serait pas une économie pour la nation, ce serait une économie pour la poche, si je puis dire, de chacun des Français concernés. Mais c'est le même problème que celui qui a été résolu par M. Hamon avec la vente en ligne d'un certain nombre de produits pour les yeux qui n'ont pas forcément nécessité... Mais est-ce qu'il faut remettre à plat tout le système médical
pour faire les économies? Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire dans le domaine de la santé, parce que c'est un budget énorme, c'est un budget qui augmente et augmente naturellement, et que quand on lutte contre les déficits, on doit aussi lutter contre les déficits de l'assurance maladie. Un dossier qui vous concerne, le Conseil constitutionnel a invalidé le dispositif fiscal encadrant le choix de l'assureur dans les entreprises. Retoqué, je crois, pour la deuxième fois. Est-ce qu'il vous allez représenter quelque chose? Alors, c'est pas tout à fait exact, mais c'est normal qu'on facilite la lecture des uns et des autres. Donc, l'article qui a été examiné par le Conseil constitutionnel est beaucoup plus complet que ce que l'on vient de dire. Et donc, il y a des dispositions qui ont été introduites dans cet article, en particulier à ma demande, et qui vont permettre ce qui est naturel, ce qui est normal, à des partenaires sociaux d'indiquer un choix d'un organisme qui apportera en particulier de la prévention, qui est absolument nécessaire. Écoutez, dans la boulangerie, moi je pense bien qu'il y a des préventions contre, par exemple, l'inhalation des farines, qui ont à un moment donné des effets extrêmement nocifs pour la santé de ceux qui travaillent dans la boulangerie. Donc je souhaite que la boulangerie puisse continuer à indiquer ce qu'elle pourra faire, quels sont les organismes de prévention qui sont les mieux à même d'apporter des solutions. C'est pas chacun dans son coin. Mais est-ce qu'on réinsiste auprès du Conseil constitutionnel? Non, je pense que la solution qui a été trouvée aujourd'hui est une solution qui est équilibrée. Parce que vous ne la lisez pas dans sa complexité, dans sa plénitude, mais lisez l'article, il est très complexe, mais vous verrez qu'il apporte des solutions qui sont des solutions concrètes. Je lis Libération, un portrait vous est consacré, c'est la dernière page. Finalement, Sapin, c'est peut-être Matignon bientôt. Alors, est-ce que vous êtes le futur Premier ministre de la France? Je trouve toujours étonnant vous n'allez quand même pas vous plaindre d'un article qui vient de vous dans un journal futile de gauche qui de temps en temps tape sur François Hollande toute la journée. Je ne me plains jamais quand on dit du bien de moi, et je ne critique pas quand on dit du mal de moi, parce qu'heureusement, il y en a aussi qui disent du mal de moi. Mais c'est pas la question. Non, c'est pas parce que je sais pas comment dire pour ne pas avoir l'air de... Mais on réussit dans le travail que l'on fait. Parce qu'effectivement, j'ai arraché à nos partenaires européens un accord pour lutter contre les dérives des travailleurs détachés, ceux qui viennent en France et qui étaient exploités en France au détriment, par ailleurs, des travailleurs français, que pour autant, je vais aller à Matignon. C'est pas parce que les partenaires sociaux que j'ai accompagnés ont permis d'avoir la réforme la plus importante. On n'aura pas parlé ce matin, mais on en parlera une autre fois. La plus importante réforme de la formation professionnelle depuis 40 ans, qui va être extrêmement porteuse pour lutter contre le chômage de longue durée, pour lutter contre ce manque de formation d'un certain nombre de jeunes, enfin bref, pour préparer l'économie. C'est la vraie compétitivité de notre économie, la formation. Donc c'est pas parce qu'on réussit là que pour autant on devient Premier ministre, ou alors comment ferait-on? Il faudrait une dizaine de gouvernements, un pour chacun de ceux d'entre nous qui réussit au sein de ce gouvernement. Vous n'y avez jamais pensé en vous rasant le matin? Jamais. Jamais. Là, on est parti de nouveau dans du commentaire de Café du Commerce. On peut être détendu aussi le matin quand on se voit. Ça n'est pas mon problème. Je suis très détendu, surtout avec vous. Merci beaucoup. Il paraît que vous collectionnez les pièces de monnaie et que vous aimez pêcher le bar. Vous avez raison, c'est parfait. C'est vrai, c'est deux passions. Bonne journée à vous, Michel Sapin. Merci.